fait, c'était des personnes lambda qui devaient regarder des mimiques de gens qui souffraient de douleurs chroniques aux épaules. Il y avait des femmes et des hommes. Et les chercheurs ont vu que, instinctivement, ces gens-là avaient tendance à dire que les femmes avaient besoin de séances de psy et que les hommes avaient besoin d'antidouleurs. Sur les approches, par exemple, moi j'ai travaillé sur l'infertilité. Alors là c'est intéressant parce que en fait l'infertilité c'est censé être maintenant, alors maintenant on le voit un peu plus, il marque dans un certain nombre de recommandations l'infertilité du couple, mais pendant très 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 longtemps l'infertilité c'était lié à l'infertilité de la femme en fait, hein. C'est-à-dire que vraiment on imaginait beaucoup, enfin c'était très difficile à imaginer que les deux puissent avoir un problème ou que voilà. Et donc en fait on reste avec cet imaginaire un peu toujours aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui une consultation pour infertilité dans le couple. D'abord, souvent, on peut pas dire souvent, mais très régulièrement, la première consultation ne se fait qu'avec la femme. Donc là déjà il y a un petit problème. L'homme est complètement mis de côté, il ne se passe rien pour lui pendant que la femme subit un examen, un interrogatoire, un examen clinique, etc. Donc ça c'est quand même une première chose. Et puis même lorsque il vient en première consultation, ça arrive encore que comme le fardeau, le poids là, se met tout sur la femme en fait, d'abord l'âge de la femme, hein, ça c'est vraiment le truc... Voilà, on n'entend que ça, l'âge de la femme, l'âge de l'homme, on n'en entend jamais parler, alors que évidemment que l'âge de la femme a une incidence sur sa fertilité, on va pas venir le contredire ici, c'est une certitude, mais en fait l'âge de l'homme également, donc déjà il y a l'âge, et puis ensuite, en fait, ça c'est déjà arrivé qu'on fasse des examens à des femmes pendant des mois, parfois un an, avant de venir regarder l'homme, son corps, etc. Et en fait, moi j'ai notamment interrogé une femme, mais je sais que c'est arrivé à de nombreuses reprises, qui n'avait pas de problème de fertilité. Elle a subi une batterie d'examens pendant un an, et en fait c'est son conjoint qui ne produisait pas de spermatozoïdes en fait. Donc à un moment, enfin là en fait c'est assez flagrant sur la façon dont on prend en charge les choses et la façon dont notre regard est biaisé en fait. Quand on pense infertilité, c'est sur les femmes que ça va tomber en fait. En fait, le truc, c'est que la recherche, elle est comme les autres domaines. Elle est dominée par les hommes. Donc, alors évidemment, encore une fois, ça s'améliore aussi, mais en fait, pendant très longtemps, les études cliniques ont été faites très majoritairement sur des hommes, et même les études précliniques, donc sur des organismes non humains, sont faites sur des organismes mâles. Donc en fait, évidemment que la source du mal, entre guillemets, pour un certain nombre de prises en charge, elle est là. C'est que quand on étudie que l'anatomie, que la physiologie des hommes masculines, évidemment qu'ensuite on va avoir du mal à traiter les femmes. Et ça, pour le coup, avec l'infarctus du myocarde, on peut s'en rendre compte, puisque en fait c'est assez récent que l'information sur le fait que l'infarctus du myocarde était différent, les symptômes étaient différents chez les femmes que chez les hommes, est vraiment diffusée. En fait, c'est assez nouveau. Et on trouve encore des personnes qui ne le connaissent pas et qui ne le savent pas profondément, en fait, qui n'ont pas cette connaissance profonde. Donc évidemment, quand déjà des études sont biaisées, forcément, le reste qui va en découler va continuer à être biaisé, en fait. Et en termes de chiffres, nous, ce qu'on avait repéré, c'est que, encore une fois, dans le Journal of Pain, entre 96 et 2005, donc c'est 78%, donc 70%, pardon, mais la grande majorité des études précliniques, donc la phase avant études sur des organismes humains, c'était fait sur des rats mâles, donc uniquement. Des organismes mâles, donc déjà ça biaise la recherche et ça biaise l'étude des potentiels effets secondaires. Et puis ce qu'on avait vu aussi, toujours dans le même journal, une étude plus psychologique cette fois, en fait c'était des personnes lambda qui devaient regarder des mimiques de gens qui souffraient de douleurs chroniques aux épaules. Il y avait des femmes et des hommes. Et les chercheurs ont vu que instinctivement ces gens-là avaient tendance à dire que les femmes avaient besoin de séances de psy et que les hommes avaient besoin d'antidouleurs.
Et donc ça montre que c'est pas uniquement chez les médecins, c'est dans la société. Et que même des gens, a priori, pas forcément les plus gros misogynes du monde, vont avoir ce réflexe-là, quoi. Voilà, le réflexe aussi de donner du coup des antidouleurs, en fait. Parce que quand on accepte la douleur de l'autre, quand on croit la personne qui est en train de nous dire qu'elle a mal, en fait, on cherche à limiter ce mal. Et donc, on lui donne des antidouleurs. Et le problème des femmes, c'est qu'en effet, dans plein de moments de leur vie, en fait, ce qui est fou, c'est que les femmes, elles sont habituées et on leur explique que la douleur est quelque chose de normal. Donc, et quand elles s'en plaignent, c'est psychologisé. Mais par exemple, même dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que, bon, évidemment, les règles, c'est normal d'avoir mal. Ça, c'est vraiment le principe, on l'a tout entendu, c'est normal, il faut passer avec. Non, c'est pas normal. Il peut y avoir des douleurs, mais ça veut pas dire qu'on ne peut rien en faire. Ça, c'est la première chose. Et c'est pareil avec la pose, par exemple, de stérilet. La pose de stérilet, de nombreuses femmes se plaignent de douleurs, et parfois de douleurs très, très profondes. Elles s'entendent dire que c'est normal, qu'il faut juste passer, et puis après ça ira mieux. Mais enfin, c'est incroyable, on peut traiter la douleur, on sait comment la traiter aujourd'hui. Donc c'est quand même un peu dommage de passer à côté de ça. Et par ailleurs, on le voit même dans la vie de tous les jours un peu plus quotidienne, puisque en fait, on explique aux femmes, par exemple, que dans les relations sexuelles, ça peut être normal de temps en temps d'avoir mal, notamment sur le premier rapport sexuel, c'est quasiment évident qu'on doit avoir mal, et puis après ça ira mieux, on sera plus détendu, n'est-ce pas? C'est pareil, ce n'est pas normal en fait, il y a des façons de faire les choses pour qu'elles ne soient pas douloureuses ou pour traiter la douleur lorsqu'elle existe.